Coucou les vilains, Coucou les vilaines. on espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre point lecture 89 où on va vous parler de deux livres que nous avons lus en commun et donc on va vous faire notre avis un peu plus poussé pour que vous compreniez un peu pourquoi on les a aimés. Donc le premier c'est un premier tome et le deuxième c'est un deuxième tome et la fin donc d'une duologie. Voilà, donc C'est parti. c'est parti. Donc pour ce premier livre et donc ce premier tome, nous allons vous parler de Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Donc nous, à la bibliothèque, nous avons récupéré le tome collector, voilà, qui est magnifique. Il me semble qu'on vous l'avait présenté dans la palle de mai, puisque Mamou l'a rajouté dans sa palle, parce que comme on vous l'avait expliqué justement, je lui ai donné envie de le lire, donc Oui. elle l'a découvert, et maintenant qu'elle l'a découvert, nous pouvons vous donner notre avis ensemble de ce livre qui est quand même De toute beauté. De toute beauté déjà, et aussi bien dans son histoire que dans la couverture. Exactement. Enfin, dans l'objet livre plutôt. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est du young adulte de base, donc je pense qu'on répète un peu ce qu'on avait dit aussi dans la palle, mais c'est quand même important de le préciser parce que pour une histoire pareille, on trouve que ça en vaut le détour et que si vous aimez certains fonds comme la Première Guerre mondiale, puisque c'est de là qu'elle s'inspire, vous le voyez à la fin dans Glossaire, je crois qu'elle a fait, oui. Vous le voyez, elle s'est inspirée de certains livres de la Première Guerre mondiale pour pouvoir écrire cette histoire, mais aussi si vous aimez bien tout ce qui est romance et un peu de fantasy, tout ça un petit peu mélangé. Ça fait un beau cocktail. Ça donne un très très beau livre, puisqu'il y a tous les éléments que Mamou et moi on recherche dans un livre. Bah moi j'ai beaucoup aimé par simplicité. Ouais, c'est vrai, c'est une simplicité de lecture. Et je dis pas ça parce que c'est mal écrit, au contraire, c'est très bien écrit, c'est fluide. Moi je connaissais pas du tout l'autrice. Je dois dire que voilà, entre la fluidité de la narration et puis l'histoire assez doudou, cocooning, tout ce que vous voulez comme adjectif, en fait, qui fait référence à une romance assez douce, assez saine, assez début d'adulte, fin d'adolescence, c'est vrai, oui. Mais j'ai trouvé que ils étaient trop chou, quoi, trop mignon. Non, mais c'est vrai, ils sont adorables au début. Voilà, ils sont un peu rivaux. Ils font la compète au travail. Ils sont tous les deux donc journalistes. Donc pour valoir un poste assez intéressant pour l'un et l'autre. Et c'est vrai que c'est un peu la compète. On voit bien qu'ils se tirent un peu dans les pattes. Hein. Exactement. Le Roman, il la sticote un petit peu là, la petite Iris. Elle se défend bien. Hein. Nous suivons l'histoire de Iris qui malheureusement c'est pas dit tout de suite dans l'histoire mais on comprend parce que Roman le découvre aussi, c'est que en fait elle a arrêté l'école, donc le lycée, puisque elle vient d'avoir 18 ans. Malheureusement son frère est parti à la guerre et sa mère ne fait plus attention, ne s'occupe plus d'elle, elle a arrêté de travailler. Sa maman elle déprime en fait, elle déprime grave, elle tombe dans des addictions extrêmes parce que son fils est parti à la guerre et voilà, on la comprend. Hein, exactement. Mais elle délaisse Iris du coup. C'est ça, et Iris rebondit, quitte l'école, trouve un travail, et donc du coup, ce que tu disais, le journalisme, puisque c'est quelque chose qu'elle aime. Elle aime taper sur sa machine à écrire et elle a du talent. Voilà, exactement. Et en fait, du coup, elle cherche à se faire embaucher justement en tant que journaliste dans le fameux journal où elle se retrouve en concurrence avec Roman. Et voilà, c'est assez drôle quand même. Hein. Il y a quand même des petites scènes un peu cocasses. Oui, ils sont quand même drôles tous les deux. De titillement, là, on voit bien qu'ils se titillent, ils se cherchent en même temps. Voilà. C'est un petit peu un début de je te cherche mais je fuis, je veux pas de toi, je te déteste, voilà. Non, c'est mignon. Oui, c'est mignon, c'est très mignon, et en fait le truc c'est que à un moment donné, justement dans ce truc de journalisme, le propriétaire va leur demander le gérant du journal va leur demander justement d'écrire quelque chose pour pouvoir se décider sur lequel il va prendre. Là, c'est de sa faute, hein. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que, en fait, Iris va donner un peu d'idées, en fait, elle va aider Roman, quoi, dans son écrit, et en fait, finalement, Roman sera pris. Malheureusement, pour Iris, beaucoup de choses s'enchaînent, puisque, après que son frère soit parti à la guerre, que sa mère soit tombée dans les addictions, et qu'elle ait été obligée de quitter l'école, pour pouvoir travailler et subvenir à leurs besoins, et ben, en fait, elle ne va pas avoir le poste, et en plus
plus de ça, sa mère va mourir. Voilà, c'est quand même un élément très important. Attention, c'est peut-être un peu un spoil. Ça va basculer pas mal pour elle. Mais justement, c'est le fait que sa mère décède et va être un tournant dans sa vie, puisqu'en fait, elle va du coup démissionner, puisqu'en fait, celui qui gère le journal va vouloir la garder, mais en tant que justement chroniqueuse des nécrologies. Des nécrologies, sauf qu'elle, en fait, elle se rend compte que c'est pas du tout ce qu'elle veut faire et qu'il faut qu'elle aspire à autre chose. Et en fait, elle va avoir cette idée-là de partir, de démissionner, de en gros claquer la porte et de s'en aller et d'aller rejoindre un autre journal, celui qui va sur le front, pour pouvoir concurrent de l'autre. Hein. C'est un journal de reportage en fait, de guerre. Donc elle va devenir reporter de guerre. Donc elle va partir près du front où elle va rencontrer justement Hattie, qui est aussi comme elle employée par le journal, par un autre et Marisol qui va les prendre en main, en charge les petits, qui va les aider, qui va les accueillir surtout et s'en occuper comme si c'était ses propres enfants. J'ai beaucoup aimé Marisol. Oui, elle est très très bien avec oui, je vois ce que tu veux dire, mais je vais pas le dire. C'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui les prend en charge, qui les coucoune, qui leur donne... Et qui les accepte comme elles sont. Voilà, elle les accepte comme elles sont, elle les nourrit bien, elle fait en sorte qu'elles aient un endroit où pouvoir se ressourcer, dormir, etc. Parce que quand ils vont chacun leur tour sur le front, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est vrai qu'ils reviennent, ils sont un petit peu chamboulés, et c'est vrai que d'avoir une pseudo famille unie, même si c'est pas du sang, ça reste quand même des êtres qui s'aiment, qui s'apprécient en temps normal, au fur et à mesure du temps. Donc c'est important de pouvoir s'agripper à ça. Après tout ce qu'ils voient sur le front les uns et les autres, donc c'est vrai que ça les soude. Et surtout qu'en plus Marisol va les guider dans le sens où aussi elle va leur expliquer ce qui se passe, comme par exemple l'histoire avec les sirènes, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de besoin, le fait qu'elle aurait préparé des sacs dans son petit cabinet là, au cas où il y a tout dedans pour pouvoir partir, etc. Donc c'est vraiment, elle est vraiment prévoyante, c'est comme une maman quoi. C'est ça. Ou une grande sœur peut-être plutôt. Voilà, une grande sœur qui prend en charge des étrangères, hein, pour le coup, hein, mais qui s'en occupe très bien. Exactement. Et donc en fait, Iris et Hattie sont là pour justement aller, par exemple, à l'infirmerie, dans l'hôpital, on va dire entre guillemets, où elles vont recueillir justement des avis des soldats, de ce qui se passe, pour pouvoir justement en faire une chronique et l'envoyer pour que le journal puisse les publier et faire voir au monde ce qui se passe pendant cette guerre. Et là elles vivent quand même des moments assez difficiles entre ces moments à l'infirmerie et ces moments sur le front, et c'est vrai que mis à part ça, en parallèle continue la pseudo-romance épistolaire avec ces lettres. Oui, parce qu'en fait on vous a pas noyau, hein. C'est ça, parce qu'en fait on vous a pas parlé d'un élément, parce que en fait Iris vit tout ça, mais en parallèle, avant de partir, en fait elle écrit des lettres à son frère, donc Forrest, puisque il est parti au front comme on vous l'a dit, sauf que en fait il lui manque, et en fait elle lui écrit des lettres qu'elle met dans sa garde-robe et qui étrangement disparaissent, et sauf que un jour en fait elle reçoit une lettre en retour, et cette lettre lui dit qu'en fait la personne qui lui écrit n'est pas Forrest. Donc toutes les lettres qu'elle a envoyées jusqu'à maintenant à Forrest ne sont pas destinées à son frère, et ne sont pas arrivées à bon port. Donc elle se demande mais qui est derrière tout ça, et donc elle va lui demander, mais lui parler en fait. Et c'est comme ça que en fait elle va se rendre compte qu'il y a quelqu'un derrière qui lui répond, et en fait elle comprend pas un peu cette espèce de magie de comment quand elle met une lettre dans la garde-robe, elle s'en va et atterrit dans l'autre garde-robe de la personne en face d'elle finalement, qui lui répond. Mais c'est très bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé ce petit côté un peu fantaisiste. C'est ça. On va pas vous dire comment c'est fait. Moi, j'aime bien. Voilà. J'avoue que ça m'a un peu titillé, même si entre guillemets j'ai un petit peu pressauté qui était derrière. Bon, on mais tout ce qui est derrière, mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté de ce livre. Oui, c'est beau. Et on a envie de savoir comment justement ça va être découvert, ça va être dit, ça va être mis sur le tapis, de comment ça va réagir. Et c'est ça en fait qu'on attend aussi au milieu du livre, en plus de tous ces événements justement de la guerre et tout ça qui sont très très intéressants, et où on voit une Iris finalement qui évolue et qui n'est plus la petite fille qui a juste quitté l'école, mais qui devient quand même journaliste mature.
ça. Elle va assister à beaucoup de choses, comme le fait d'aller sur le front à un moment donné. Elle devient de voir femme. certaines choses. Voilà, exactement. En fait, on la suit et certainement dans le deuxième, au vu de comment finit le premier, on va avoir encore une Iris qui va évoluer. Voilà, hein, avec... Ça va aller ouais. Là, on vous a quand même décrit quand même plus de la moitié du livre sans vous donner les détails, mais c'est un livre qui en vaut vachement la peine parce que comme on vous le rappelle, c'est quand même une romance. Voilà, donc vous vous doutez bien que c'est entre Iris et Roman, sinon vous l'aurez pas... On le préchote, hein, de toute façon, dès le départ, on se doute, puisque de toute façon, c'est le but de l'histoire aussi. On pourrait même le classifier de romantasy pratiquement. Oh, moi j'aime beaucoup. Mais voilà, je suis contente qu'il Après, je veux dire, il est pour un public assez jeune, mais il est pas gnangnan non plus. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on préchote pas mal de choses, mais c'est doux en fait. Voilà, c'est tellement doux que ça se lit, c'est agréable, c'est tout mignon, c'est très cotonneux. On a envie de continuer à lire et de découvrir ce qui se passe. Moi j'aime bien leur relation. J'aime cette relation assez saine, aussi bien avec ses amis qu'avec Roman. Parce que même s'il y a beaucoup de friction au début, vous verrez que vers la suite de l'histoire, celle qui est un petit peu difficile, c'est avec celle de Forrest. Du coup, oui, c'est vrai qu'on n'a pas, par exemple, il y a une énigme un peu dans cette histoire aussi, c'est le fait que on sait pas si finalement Forrest est encore en vie ou pas. Et ça va être une de ses quêtes dans ce livre, parce qu'en fait, elle sait que son frère est parti à la guerre, sauf qu'elle n'a plus de nouvelles de son frère depuis. Et c'est pour ça aussi qu'elle lui écrit, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'elle ne sait pas où est-ce qu'il est, ni s'il est encore en vie, puisque il ne répond pas à ses lettres finalement. Bien sûr, bah c'est douloureux pour elle, hein, finalement. Voilà. Et c'est à ce moment-là, de toute façon, qu'elle prend la décision de se barrer du journal, puisque de toute façon elle a plus rien à perdre, elle a plus rien qui lui retient. C'est ça. Sa mère est décédée, le poste qu'elle voulait, c'est Roman qui l'a eu, donc elle se barre. Elle se dit bon, de toute façon rien à perdre, je vais voir si je peux pas retrouver mon frère. C'est ça, elle se dit que par l'intermédiaire de quitter et d'aller dans ce ce journal de guerre, elle se dit que peut-être justement elle aura peut-être des informations sur le fait de où est son frère sur le front, pour pouvoir justement avoir des nouvelles de lui. Alors a-t-elle raison ou tort? On vous le dira pas. Est-ce qu'elle va retrouver son frère ou pas? Ça, on vous le dira pas non plus. Vous le saurez quand on vous fera la vie du deuxième, quand on aura lu le deuxième. C'est dans un Est-ce qu'avec Roman, ça va se concrétiser? Bah, ça, on vous le dira pas non plus. Ah, voilà. Non, on dira pas. On dira pas. Peut-être que ce sera dans le deuxième, ou peut-être que ce sera jamais, voilà. Parce que, voilà, il y a romance, mais ça va peut-être pas aller jusqu'au bout, on sait pas si c'est une sad end ou pas, on peut pas vous dire. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai adoré, j'y mets 5. Moi aussi je mets 5, même si vous voulez. Voilà, il est très beau, aussi bien en objet livre qu'en histoire. Exactement. Moi j'ai beaucoup apprécié donc ces deux petits personnages là sous ces feux de guerre là, franchement j'ai adoré. Je savais qu'il te plaît. Ouais, je suis très contente parce que elle m'en a tellement parlé qu'il fallait que je le lise. Il m'a beaucoup plu aussi, donc voilà, moi aussi, je l'adore, j'ai hâte de lire le deuxième. D'ailleurs, il y a même un préquel qui est sorti, mais je crois que ça c'est sur les dieux, donc je ne sais pas encore si on va le lire toutes les deux, mais en tout cas, on veut lire la suite de Iris et de Roman. Voilà. Oui, c'est tout mignon. Donc pour le second en commun que nous avons à vous présenter aujourd'hui, ce sera Le Chant des Highlands, tome 2 de Sarah Lark aux éditions Charleston. Exactement. Voilà, on a enfin terminé cette duologie. Et moi je suis triste. On a découvert la fin, mais c'est une belle fin. On a quand même tous les éléments à la fin, donc on est triste, mais on est contente quand même. Oui, puis je pense que voilà, c'était une fin, disons, correcte et utile. Je pense que voilà, s'il y en avait eu peut-être un troisième, on se serait peut-être ennuyé. Oui. Voilà, donc je pense que la duologie est très bien faite. Et puis on est quand même sur un beau bébé de 723 pages, voilà, faut le dire. Hein. Donc quand même il y a de quoi se mettre sous la dent, puisque quand même elle nous détaille vraiment beaucoup de choses. Parfois même il y a un petit peu de longueur, surtout au début avec le côté de Ailis, mais bon ça c'est un détail parce que franchement ça empêche pas de lire. Hein. C'est juste que on nous détaille le fait qu'elle déménage, voilà, elle déménage en Afrique. On vous dira pas pourquoi ni comment, mais voilà, sachez quand même qu'on retrouve Ailis. Ailis qui va en Afrique du Sud. C'est ça pour son métier, donc du coup astronome. Oui. Voilà, parce qu'elle s'intéresse à l'astronomie, donc tout ce qui est à base d'étoiles. Et on retrouve aussi Donella. Moi, je l'appelle Donna. Qui elle est du côté donc des dirigeables, tout ça. Rappelez-vous, puisque avec Katrina, il s'est passé une mésaventure dans le premier. Et en fait, elle se dirige à la fois dans les dirigeables, mais aussi dans les avions, puisqu'on a la Première Guerre mondiale qui débarque avec son mari Armand, comme il travaille là-dessus. C'est très intéressant. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on suit aussi son évolution par rapport à ça. Et Émilie aussi, Émilie qui est ornithologue. On voit beaucoup moins. On la voit beaucoup moins dans celui-là. Oui, c'est vrai. On la voit quand même, mais oui, on la voit évoluer, mais beaucoup moins.
vers la fin, je trouve qu'elle on voit plus ses fils pour le coup. Oui, Jason et Jeremy. Voilà, on voit plus ses fils qui partent donc à la Première Guerre mondiale. Donc là, c'est vrai que pour le coup, on voit. Mais c'est ce qui est bien dans ce tome-là, c'est qu'on voit les nouvelles générations. On suit la nouvelle génération et moi, c'est ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, même si, ouais, comme tu dis, on a mis un petit peu en retrait Emily. Bon, Katrina, sans vouloir spoiler, n'est plus là. Voilà, donc voilà, dans le tome 1. Donc c'est un peu compliqué, donc c'est vrai qu'on nous a un peu plus présenté donc cette nouvelle génération par l'intermédiaire de Marianne qui représentera donc la nouvelle génération de Katrina. Puisque on a oublié le fils de Ailis qui s'appelle Nicolas, mais qui est surnommé Copper dans le livre. Copper. Voilà, donc et en fait c'est leur génération. Tous ces petits, qu'on va suivre. Et finalement par l'intermédiaire aussi de Ailis et Donella, puisque Donella et Armand donc avec son mari sont très importants puisque durant la Seconde Guerre mondiale, durant la Première Guerre mondiale, Jérémy qui est le fils de Emily va se retrouver au front avec justement le couple au niveau des avions. Oui, puisque Donna et son mari seront des formateurs de pilotes puisque voilà, ils ont les capacités et Donna est très douée aussi. Elle a une renommée quand même assez étendue. Elle connaît beaucoup de monde et à l'origine ils avaient une école de pilotes et donc on leur a demandé donc pour le côté britannique surtout pour son mari de former donc toute cette ribambelle de nouveaux pilotes là qui arrivent pour la Première Guerre mondiale et on sait que voilà tout ce qui est aviation a beaucoup évolué. Tout à fait. Je vais dire grâce mais entre guillemets la Première Guerre mondiale évidemment, mais c'est vrai que quand arrive ce genre d'événement il y a des choses qui se perfectionnent, qui évoluent. Pas forcément à bon escient, hein, puisque voilà, les bombes, etc. Mais bon, c'est le jeu de l'époque, voilà, c'est comme ça. Exactement, Alice qui va en Afrique et elle avec Molly de base, Molly avec lequel elle a une histoire d'amour, mais un peu secrète parce que vous savez bien que en ce temps-là, entre 1899 et 1912, deux femmes qui s'aiment, ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas et malheureusement, petit spoil attention, c'est que Molly décède et en fait, Alice, on vous dira pas comment, mais sera un peu obligée de récupérer deux enfants qui ne lui appartiennent pas. On ne vous dira pas pourquoi ni comment, puisque voilà, c'est toute l'énigme de l'Afrique du Sud, mais elles feront partie, ces deux petites, de cette nouvelle génération très intéressante, puisqu'elles auront des liens avec les autres et les garçons, petits. par exemple Jérémy et Jason donc les fils de Emily qui sont très importants aussi et du coup qui auront un lien avec ces enfants et Marianne qui aura un lien avec Copper aussi puisque avec lui elle va jusqu'en Écosse, elle va en fait elle va le prendre un peu comme un ami si ce n'est plus malgré tout et en fait, voilà, il crée des liens en fait entre eux. Voilà, c'est ce que j'essaie de te dire, c'est que malgré tout, toutes les familles là qu'on a, parce qu'ils sont cousins, cousines, mais quand même, voilà, Emily fait pas partie de la famille. Ils sont tous issus de toute façon de l'Écosse. Voilà, c'est comme si. Et c'est vrai qu'ils ont des liens pour certaines de sang, donc puisqu'elles sont cousines, issues de clans de Highland. De Highlander, pardon, puisqu'il faut pas dire comme ça, sinon c'est n'importe quoi. et donc voilà, on suit donc cette nouvelle génération avec les liens du sang aussi, mais bon, il y a quelques sentiments qui se développent qu'ils ne devraient pas, puisque bon, voilà, on va pas tout vous dévoiler, mais bon, tout ça c'est un peu énigmatique. On se dit bon, on va y avoir des problèmes dans leurs sentiments, donc il va y avoir des problèmes dans les familles. C'est ça. Respectives. Finalement, tout le monde va bien s'accorder et voilà, on va suivre donc une belle épopée de toutes ces femmes là, de toutes ces même de Marianne. C'est très intéressante, ouais. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé même le destin de cette petite là qui était vouée pas forcément à devenir ce qu'elle devient par la suite, puisque à l'origine, elle avait été placée dans un orphelinat donc par sa mère, payée par sa mère, jusqu'à temps qu'elle ne puisse plus payer. Mais malheureusement, voilà, elle est décédée entre les deux. Donc
c'est ses cousines qui avaient pris le relais, et à un moment donné, ça s'est arrêté. Et à ce moment-là où ça s'est arrêté, justement, il y a eu des problèmes pour Marie-Anne, qui a vécu des moments assez terribles pour une petite fille. Et assez difficile après en tant que presque femme, quoi, où elle se construit, puisque elle tombe, comme les autres enfants finalement, en plein milieu de la Première Guerre mondiale, et que finalement, en fait, ils vont tous avoir un impact dans cette guerre, notamment elle qui va devenir quand même infirmière, donc elle va voir des choses qui ne sont pas forcément très très saines finalement pour une jeune fille. Disons qu'elle avait déjà des valises, mais là, mais qu'avec ça, elle en avait encore d'autres. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est ça qui est assez difficile. Et en parallèle, elle retrouve d'autres personnages un peu après. Difficile de se construire. Voilà, sans papa, sans maman. Même si elle sait qu'au bout d'un moment, elle a quand même une tante comme Donna, enfin une cousine, une grande cousine. Mais il y a quand même des difficultés sentimentales. Il y a des difficultés familiales. Et c'est vrai que toutes ces péripéties qui leur arrivent, finalement, font tous les rebondissements de ce tome 2. Malgré quelques petites longueurs, quand Ailys part donc en Afrique du Sud, puisque les filles vont être un peu séparées par rapport au continent aussi. Donc c'est vrai que les échanges sont moindres, mais comme j'ai dit tout à l'heure, par la nouvelle génération, c'est vrai qu'on se régale, et eux se voient un petit peu plus, vu que les filles, elles, sont hypées par leur métier, puisqu'elles font des métiers d'hommes, et c'est vrai qu'elles se sont battues pour les obtenir. Et comme Ailys est partie en Afrique du Sud, c'est pour une opportunité professionnelle d'abord, et franchement, qui aurait refusé une opportunité pareille? Tout frais payé, déménagement payé, un job de ses rêves. C'est ça qui suit sa trempe finalement. Voilà, c'est vraiment la trame de cette histoire. Ailys, sur son chemin, va revoir des personnes qu'elle a déjà vues aussi auparavant, et où elle va être obligée aussi de prendre certaines décisions. Je pense notamment à Maureen, par exemple, qui revient à un moment donné dans sa vie. On est à plus de la moitié du livre quand je vous dis ça, mais elle va prendre quand même certaines décisions. Maureen, que vous avez vu, si vous avez lu le tome 1, elle est dans le tome 1. Voilà, et en fait, elle va revoir certains personnages qu'on voit dans le premier, et prendra des décisions en fonction de ce qu'elle considère comme être la meilleure finalement, notamment par exemple par rapport par rapport à Félix aussi. Voilà, Félix. En tout cas, franchement, c'est une belle saga. Il y a que 2 tomes, mais moi je me suis régalée avec ces destins de femmes, et franchement elle est complète cette saga. Voilà, moi je lui mets 5. J'ai beaucoup aimé lire du Sarah Lark, et d'ailleurs je pense que je lirai autre chose de l'autrice, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume et la façon dont elle raconte aussi les événements. Non, ça en vaut le détour. Moi, j'aime beaucoup, et je vous recommande, de mon point de vue, Charleston, voilà. Non, c'est un beau bébé, un de ces 4, faut que je me le procure, puisqu'on m'a offert le premier. Comme ça, un de ces 4, je pourrais les relire. Exactement, et comme ça, on pourra avoir la collection en entier un jour. Peut-être dans une dizaine d'années, pourquoi pas relire ces aventures. On vous ferait un update lecture. Non, puis c'est vraiment une autrice qui écrit vraiment très bien, tout ce qui est... Tout est complet. Tout ce qui est historique est bien ficelé, c'est bien raconté, on voit qu'il y a de la recherche. Pour moi, c'est un peu aussi, en moins poussé historiquement, peut-être, mais c'est un peu, à la Ken Follett, quoi. En fait, cette épopée-là, c'est vrai que ça pourrait me faire penser, sauf que lui, il l'a plus poussé, puisqu'il a fait 3 tomes, à la chute des géants. Donc le premier tome, c'était la Première Guerre mondiale, le deuxième tome, la Deuxième Guerre, et puis après les années plus récentes. Vraiment, j'aime beaucoup ce genre d'histoire qu'on me raconte. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé, si vous l'avez lu. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. On a beaucoup aimé vous raconter l'histoire de nos livres que nous avons lus ensemble. Maintenant, il manque plus que à lire le 2e tome, donc du coup de Divine Rivalité. Ouais, j'ai hâte. Je ne sais plus le nom du 2e tome, voilà, sinon je vous l'aurais dit, mais je sais qu'il est rouge et qu'il est très beau aussi en termes de collector, voilà. On a très hâte de lire ce 2e tome. Dites-nous en commentaire ce que vous avez lu vous cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et surtout d'activer la cloche, de vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien, lisez bien. Bye bye.